discussion dans les dernières 24 heures. Et il est très possible que nous passions un accord. C'est la nouvelle donne dans l'équation de la guerre en Iran, l'implication directe de la Chine qui se fait désormais au grand jour avec la venue du chef de la diplomatie iranienne. Pour Pékin, la paix au Moyen-Orient doit s'appuyer sur 4 piliers essentiels dont le respect de la coexistence pacifique dans la région ou bien de la souveraineté nationale, l'urgence étant la fin immédiate du conflit et la réouverture du détroit d'Ormuz. Téhéran a le sentiment d'être entendu. Il est possible d'instaurer la paix et la stabilité dans la région du Golfe Persique. Nous avons toujours pensé que la Chine peut jouer un rôle constructif à cet égard. Pékin dispose d'importants leviers de pression sur Téhéran pour tenter de dénouer la crise, avant la venue annoncée la semaine prochaine de Donald Trump, le président des États-Unis qui veut lui aussi un accord avant ce déplacement très attendu, calme le jeu. Cela étant dit, ils veulent conclure un accord. Nous avons eu de très bonnes discussions dans les dernières 24 heures. Et il est très possible que nous passions un accord. Ce protocole d'accord décliné en 14 points tiendrait sur une seule page et lancerait une période de négociation de 30 jours destinée à parvenir à un accord formel sur la réouverture du détroit d'Ormuz, la limitation du programme nucléaire iranien et une levée partielle des sanctions américaines. Instaurer un climat d'apaisement tout en maintenant la pression. Donald Trump menace toujours de bombardement en cas d'échec. Quant à l'allié israélien, il n'entend pas baisser la garde. Nous sommes prêts à faire face à tous les scénarios. Et ce sont là les instructions que j'ai données à l'armée et à nos services de sécurité. Dans ce contexte, le porte-avions français Charles de Gaulle vient de franchir le canal de Suez pour se positionner en mer Rouge, l'élément précurseur d'une éventuelle opération de sécurisation du détroit d'Ormuz qui pourrait impliquer une quarantaine. Ça dépend de savoir de quoi on parle, de négocier quoi. Donc effectivement, si la condition sine qua non de tout accord va être de ne plus avoir de nucléaire, et si la condition sine qua non va être aussi de reconnaître l'État d'Israël, si il y a ces deux conditions qui s'appliquent, il me semble effectivement impossible de trouver un accord. Et je dirais même que aujourd'hui, j'ai le sentiment que, au départ, le peuple iranien était le seul à vouloir qu'il n'y ait pas d'accord, et aujourd'hui aussi le seul à vouloir que le détroit d'Ormuz reste bloqué comme il peut l'être. La liste s'allonge, c'est-à-dire qu'il y a Israël évidemment qui a les mêmes intérêts et donc qui souhaite voir cette pression économique maintenue sur le détroit d'Ormuz. Pourquoi? Et il y a, au-delà d'Israël, je pense aussi aujourd'hui les pays des Émirats et plusieurs pays du Golfe qui entrent aussi dans cette logique-là. Et donc le groupe s'est un peu agrandi, les Iraniens sont un petit peu moins, le peuple iranien est un petit peu moins seul de ce point de vue-là, parce que la réalité c'est que la pression économique qui est exercée par le blocage du détroit, c'est la seule manière non violente de venir peut-être à bout de ce régime. Donc il faut continuer le blocus économique. Pour l'instant, il est maintenu par Donald Trump. Tout à fait. Je pense que ce blocus, c'est la seule chose qui peut permettre peut-être un jour la libération du peuple. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de personnes qui sont ralliées au régime de manière purement opportuniste. C'est-à-dire, c'est des soutiens qui sont opportunistes et pas des soutiens de personnes réellement convaincues du fanatisme de ce régime. Et donc, si vous fragilisez l'économie, on ne peut plus les payer, et donc tous ces opportunistes-là, à un moment donné, vont se désolidariser. Et donc je pense que cette faille, c'est vraiment la bonne faille à exploiter pour que ce soulèvement intérieur puisse avoir lieu in fine. Et je termine quand même, parce que cette image que vous venez de montrer sur cet immeuble à Beyrouth me bouleverse. On ne peut pas uniquement considérer que c'est un immeuble éventré et qu'il y a quelqu'un du Hezbollah qui a été tué. Non, c'est une image... Un terroriste. Mais... Vous êtes... il faut dire les choses, c'est un mouvement terroriste, oui. Vous avez déjà été sur un territoire de guerre, terroriste, dans un immeuble. Et oui, et combien d'enfants dans cet immeuble? Vous pensez qu'on a téléphoné à chacun, à chaque étage, pour leur dire descendez? Je vais vous citer un vers d'un grand poète libanais, qui s'appelle Khalil Haoui. Ce poète libanais s'est suicidé en 1982, quand il a appris l'occupation de son pays. Ce vers, il est simple. D'où vient que la maison se casse en deux à l'intérieur de nous? Et je termine quand même, parce que cette image que vous venez de montrer... Écoutez, là également, il va falloir que vous m'expliquiez ce que c'est que ce deal à 12 000 milliards de dollars
possible entre Washington et Moscou, entre Trump et Poutine, parce que si c'est vraiment effectif, la question se pose, est-ce que Poutine n'est pas en train d'acheter Trump et une Pax Americana sur le dos des Ukrainiens? C'est vraiment la grande question que je me pose, mais vous allez tout nous expliquer parce que moi j'ai pas tout compris. En tout cas, selon Volodymyr Zelensky, c'est important de le souligner, selon le président ukrainien, donc, Écoutez, que le dossier n'est pas abandonné, loin de là, par la presse américaine et les élus, en pleine guerre en Iran, aux grandes dames de Donald Trump. Pour la première fois, la lettre de suicide présumée, car elle n'a pas été authentifiée, de Jeffrey Epstein vient d'être publiée. La note aurait été découverte par un ancien codétenu du milliardaire prédateur américain et elle était restée sous scellé pendant des années. Sylvia, racontez-nous. Oui, effectivement, c'est un ancien codétenu de Jeffrey Epstein qu'il a retrouvé dans un roman graphique, dans la cellule qu'il partageait avec lui. Elle est restée effectivement sous scellé pendant des années après le suicide de Jeffrey Epstein en 2019. Alors c'est une lettre, vous l'avez dit, qui n'a pas été authentifiée par le New York Times qui publie l'information, mais la justice a demandé à ce qu'elle soit publiée, une lettre qui aurait donc été écrite par le prédateur sexuel, quelques mots griffonnés sur une simple feuille. Qu'est-ce qu'on peut y lire? Eh bien, regardez, ils ont enquêté sur moi pendant des mois et ils n'ont rien trouvé. Il dit également, c'est un privilège de pouvoir choisir le moment de ses adieux. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me mette à pleurer? Ce n'est pas drôle, ça n'en vaut pas la peine. Voilà ce qu'il écrit. Alors que je me mette à pleurer, burst out crying, le New York Times affirme que l'on retrouvait souvent cette expression dans ses emails. Et donc, ce qui est assez curieux, Sylvia, c'est que cette lettre ne figurait pas dans les documents publiés par la justice américaine. Oui, effectivement, des millions de documents ont été publiés en fin d'année dernière par la justice américaine et en début d'année également, mais rien sur cette prétendue lettre de suicide. L'ancien codétenu d'Epstein a déclaré pour sa part l'avoir découverte en juillet 2019, soit plusieurs semaines avant sa mort. Epstein avait été retrouvé inconscient dans sa cellule, un vêtement enroulé autour du cou, mais il avait survécu. C'était donc en juillet, donc ça aurait été une première tentative de suicide avortée, et son décès est survenu plus tard en août, qualifié donc de suicide. Dans un podcast l'an dernier, le codétenu qui s'appelle Nicolas Tartalion a dit avoir remis cette lettre, cette note à un avocat qui l'a transmise au juge en charge de son dossier. Et c'est à la demande du New York Times que le juge a accepté la publication de cette lettre. Les avocats de ce codétenu disent quant à eux avoir authentifié le document. Il aurait fait en tout cas parler de l'affaire, Marie-Aline, alors que le gouvernement, vous le savez, a été accusé de camoufler des documents, de caviarder des photos et des textes. Victimes, élus de l'opposition, mais aussi base MAGA, pensent que tout